Bonjour, bienvenue sur Lundi Soir. Aujourd'hui, nous accueillons Michel Feher, qui est le cofondateur de Zone Books à New York, aux États-Unis, et qui par ailleurs universitaire, qui a produit récemment ce livre, Producteur et Parasite, qui est une analyse de l'imaginaire du Rassemblement national. Mais qui est plus large que le Rassemblement national, qui est l'imaginaire du produciérisme, dont on parlera, c'est un concept. Mais par ailleurs, Michel Feher, vous avez travaillé sur des transformations de logique du capital, le passage à la financiarisation de l'économie capitaliste, ce qui veut dire que d'une certaine manière, vous avez vu apparaître un passage d'une forme plutôt salariale de capital à une forme, bien entendu, qui continue à être salariale, mais à une forme plutôt d'investi. C'est-à-dire on n'est plus tellement des salariés que des investis, on n'est plus tellement des travailleurs pour un patron, mais plutôt des auto-entrepreneurs qui cherchent investissement, avec des fonds d'investissement qui choisissent des projets. Vous avez par ailleurs produit, à travers ces généalogies, tant du libéralisme ou de l'économie capitaliste, que de l'imaginaire, ici, du Rassemblement national, donc d'une certaine forme d'extrême droite, compatible ou pas avec les analyses que vous faites sur l'économie financiarisée par ailleurs, vous faites en même temps une critique de la gauche, mais pas au sens les vilains gauchistes qui se trompent tout le temps, mais plutôt une critique des modèles ou des paradigmes dans lesquels les gauches se pensent et parfois se rendent en quelque sorte difficilement agençables, articulables, sans dire qu'il y a une fatalité là-dedans, mais simplement que les imaginaires de la gauche, par exemple marxiste, par rapport à l'imaginaire d'une gauche de type intersectionnel, ce sont des imaginaires qui parfois n'arrivent pas à s'agencer, n'arrivent pas à s'allier, n'arrivent pas à synthétiser. Et donc, vous finissez le livre Producteur et Parasite par proposer une autre forme de gauche, une gauche d'occasion, pas une gauche qui s'attend au grand soir et pas une gauche qui fonde son idéal sur la hiérarchisation de toutes les formes de lutte de gauche, les unes par rapport aux autres, mais une gauche de moments, de bons moments, presque de kairos, de moments opportuns pour agir et pour avoir des victoires. Donc pour commencer, on pourrait commencer à partir de ce concept de gauche d'occasion pour pouvoir remonter aux raisons qui poussent à vouloir proposer cette idée d'une gauche d'occasion, étant donné qu'elle s'inscrit dans une critique d'une spontanéité qui serait plutôt une gauche gramsciiste, c'est-à-dire une gauche il faut hégémoniser le combat de gauche, il faut qu'il y ait un combat primordial, et puis il faut aller vers des lendemains qui viendront nécessairement des conditions objectives. Donc, voilà. Que signifie déjà beaucoup de réponses. Que signifie la gauche d'occasion? Ouais. Comment elle se définit? D'où ça vient ce concept, cette idée? Ensuite, on verra un peu qu'est-ce que ça permet de critiquer. D'où vient le mot? C'est une mauvaise boutade qui ne se voit même pas, puisque c'était l'idée, c'était par rapport à la nouvelle gauche d'occasion, nouvelle voiture d'occasion, c'était un peu une mauvaise blague de ce genre, donc c'était pas beaucoup plus que ça. Mais en même temps, comme vous le dites, il y a ce côté kairos, occasion, qui me semble important. Alors, pour revenir à d'où ça vient, c'est cette idée qu'il y a effectivement un imaginaire de gauche qui vient du milieu du 19e siècle probablement, qui se constitue à ce moment-là, et qui est fondé sur un raisonnement simple et apparemment imparable, qui est que si la gauche est le parti de l'égalité ou le parti de la lutte contre les inégalités, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément la même chose, on pourra y revenir, comme il se fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui subissent et souffrent des inégalités que de gens qui en bénéficient, qui en profitent, eh ben, ça voudrait dire que on devrait presque tous, ou en tout cas une grande majorité de gens, devraient être de gauche. Alors certes, dans cet imaginaire, on admet volontiers qu'il y a des difficultés. C'est-à-dire la droite, tout en étant minoritaire numériquement, a le pouvoir, a l'argent, a les armes, donc par les voies de la répression et les voies de l'idéologie, elle peut retarder ce moment de prise de conscience de
tous ceux qui subissent l'inégalité qu'en fait ils ont intérêt à s'unir et que s'unissant ils seront majoritaires et pourront prendre le pouvoir, que ce soit par le mode des urnes ou par le mode de la révolution, etc. Et donc ça, c'est cette idée-là qui peut se décliner différemment, de manière progressiste, de manière révolutionnaire, mais quand même il y a cette idée que l'histoire est de notre côté, en gros. Hein, et que ça ne veut pas dire qu'il faut attendre, mais néanmoins, il y a des bonnes raisons structurelles d'être optimiste. Il me semble que cet imaginaire-là est un peu coûteux. Il est coûteux parce qu'il nourrit ce qu'on appelle la mélancolie de gauche, et en dépit de toute mon amitié et de mon admiration pour Enzo Traverso, j'ai pas l'impression que la mélancolie de gauche, c'est un sentiment tellement productif. Je ne pense pas que ça relance la ferveur révolutionnaire ou progressiste, mais j'ai l'impression que ça mène plutôt à l'amertume, au désespoir, au ressassement, à la nostalgie, à des côtés, la révolution c'était mieux avant, etc., etc. Donc, il me semble qu'il y a peut-être un problème avec cet imaginaire et que peut-être il faudrait renverser les choses. Il faudrait renverser les choses et dire qu'au fond, peut-être que la gauche est structurellement minoritaire. Structurellement minoritaire, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas gagner, mais ça veut dire qu'elle gagne, comme disait François Mitterrand, par effraction, ou qu'elle gagne, je ne dirais pas par hasard, mais par opportunité, par coup de chance, etc. Donc, plutôt saisir des moments qu'attendre, comme vous le disiez, le grand soir, ou qu'attendre en tout cas que l'histoire révèle son message. Ça, c'était le point de départ. Et j'ajouterais que pourquoi la gauche est minoritaire, il y a certes toutes les mauvaises raisons auxquelles on peut penser, le pouvoir est du côté de la droite, l'argent est du côté de la droite, la violence est du côté de la droite, certes, mais je pense qu'il y a aussi de bonnes raisons, je veux dire des raisons louables, d'être minoritaire à gauche. Et je dirais en particulier de nos jours, parce que il me semble qu'être de gauche aujourd'hui, c'est à la fois plus difficile et, je dirais, plus sympathique qu'avant. Et pour la même raison. C'est-à-dire qu'il fut un temps où, pour être de gauche, il suffisait d'être un petit peu plus du côté des ouvriers que du côté des patrons. Mais on n'avait pas à se préoccuper du féminisme, on n'avait pas à se préoccuper des minorités raciales et sexuelles, on n'avait pas à se préoccuper du racisme structurel, on n'avait pas à se préoccuper tellement des questions écologiques non plus. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, pour reprendre une expression qui je crois chère à Edoui Plenel, pour être de gauche, il faut tenir tous les bouts. Et ça, c'est à la fois plus exaltant, c'est-à-dire de se dire que toute forme d'inégalité structurelle est intolérable, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire qu'il s'agit d'aspirer à une égalité absolue. Je pense qu'il y a des dangers à faire de l'égalité comme idéal positif, enfin d'en faire un idéal positif, parce que c'est aussi une manière de commencer à surveiller les gens, à chercher les profiteurs, à chercher les gens qui cherchent des passe-droits, etc. Je pense que la gauche, c'est moins une aspiration à l'égalité qu'une intolérance aux inégalités. Et ça a l'air que c'est un peu, comment dire, de la sémantique qui coupe les cheveux en quatre, mais je pense que c'est assez différent. Donc c'est une espèce d'intolérance à toutes les formes d'inégalité. Bon. Mais si on tient ce cap-là, eh ben, c'est vrai qu'on acquiert de nouveaux militants qui s'occuperont de formes d'inégalité jusque-là peu mises en avant, mais c'est vrai qu'on en perd beaucoup d'autres aussi. Je veux dire, on va perdre des gens qui disent, bon, la classe, d'accord, bon, enfin, les femmes, c'est pas mon truc, ou bon, le féminisme à la limite, mais enfin, les sexualités, c'est vraiment mineur, peut-être quand la révolution sera faite, on y pensera, mais pour le moment, qui reste derrière et qui laisse quand même les mecs qui sont dans les rapports de classe tenir l'avant-garde, et je vous parle pas des questions trans, le racisme aussi, c'est problématique, tout ça est soluble dans la lutte des classes, etc. Donc, on perd des gens.
on perd des gens à plein de niveaux. On perd des gens aussi sur des questions internationales. On voit aujourd'hui, par exemple, que les gens qui se préoccupent de la guerre génocidaire menée par Israël en Palestine ne sont pas les mêmes que ceux qui s'indignent de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et qui s'indignaient hier de l'écrasement de la révolution syrienne par Assad. Donc on voit qu'il y a des... plus la gauche est exigeante, plus les possibilités de fractions, les possibilités de gens qui lâchent le morceau est grande. Hein. C'est cette idée d'intersectionnalité, donc, qui, à mon avis, est un bon concept, mais qui n'est pas forcément un concept optimiste. Dans la mesure où je prends cette image un peu schématique, mais qui me semble quand même avoir une valeur heuristique, des diagrammes de Venn. Si on considère chaque lutte comme une espèce d'ensemble, par une espèce de rond de diagramme de Venn, on se rend compte que dans l'algèbre de Venn, généralement, les intersections sont des surfaces plus petites que les réunions. C'est-à-dire l'ensemble la surface de l'ensemble des ensembles est plus grande que la surface de l'intersection entre ces ensembles. Page 233 de votre livre, il y a cette analogie avec les diagrammes de Venn. Et juste avant, il y a une phrase qui a été citée dans un article qu'on a publié il n'y a pas longtemps. Je peux vous la lire. Vous dites... La notion d'intersectionnalité, qui désigne les croisements entre les divers rapports de domination, est moins faite pour annoncer le rassemblement des dominés que pour cartographier les tensions qui ne cessent de la journée. Après, il semble que c'est plus du discours indirect, direct, libre, que votre propre point de vue sur la question. Mais du coup, comment vous positionnez par rapport à cette idée que le rassemblement des dominés, tous les dominés, seraient ajournés par leur fragmentation intersectionnelle, en quelque sorte, étant donné que j'ai eu l'intuition, en vous entendant dire c'est plus une gauche aspirant à l'égalité comme une idée et un horizon, mais une gauche qui refuse des inégalités, donc dès qu'on les sent, ou dès qu'on les perçoit, on les refuse, qui me semble être beaucoup plus universalisable, justement, qu'une aspiration et un horizon lointain. C'est-à-dire qu'au fond, n'importe qui, à n'importe quel moment, qu'on soit de n'importe quelle forme de minorité, peut sentir « Mon Dieu, mais on me traite mal parce qu'on me présuppose inférieur ou inégal. » Et ça, c'est un sentiment commun, c'est presque le sentiment dont on parle assez souvent avec Mathieu, celui de la question de rejet d'être humilié, d'être rabaissé, humilié. Si on rejetait l'humiliation en général, d'un coup, tout le monde, puisque personne ne veut être humilié d'une certaine manière, en haut, en bas, au milieu, d'un coup, tout tomberait. Et donc, du coup, voilà, ma question, c'est comment, d'un côté, vous positionnez, vous, par rapport à l'idée d'une difficulté à unifier, du coup pas une classe, mais une gauche, et d'un autre côté, en disant que justement, c'est le refus qui est premier, refus de l'égalité, plutôt que l'aspiration à l'égalité. Parce qu'il me semble que le refus est même plus universel que l'aspiration, en quelque sorte. Sans doute. Je dirais intolérance plutôt que refus. C'est ma jeunesse Nietzschéo, Deleuzeau, Foucaldienne fait que le négatif, on m'a toujours appris c'est pas bien le négatif, donc je dirais intolérance plutôt que refus. Mais le problème quand même, il en reste. Le premier, c'est que, et c'est le truc fondamental, c'est que pour qu'il y ait effectivement cette espèce de convergence des luttes, comme on dit, il faut s'occuper des inégalités qu'on subit, mais aussi des inégalités qu'on ne subit pas. Et là, il y a toujours la tentation, quand on est du côté des inégalités qu'on ne subit pas, même si par ailleurs on en subit, plutôt que d'une solidarité avec ceux qui les subissent, de se dire que au moins j'ai ça. Je veux dire, j'ai pas grand-chose, mais au moins je suis blanc. J'ai pas grand-chose, mais au moins je suis hétéro, etc., etc. Donc ça, c'est déjà cette possibilité de se raccrocher aux avantages que l'on peut avoir. Ça, c'est déjà un problème. Mais c'est même pas que ça.
On peut parfaitement se dire, oui, moi je suis contre toutes les inégalités, je les trouve toutes intolérables. Mais enfin, quand les féministes parlent des questions de genre, pendant qu'elles parlent, moi je dois me taire, et les questions de classe qui m'importent, on n'en parle pas. Donc il y a des gens qui quand même si leur cause est légitime, ils prennent quand même mon temps de parole et ma visibilité, et ça m'énerve un peu. Donc les possibilités de tension, ne fût-ce que dans soit un ordre des préséances, mais même un ordre des prises de parole, peut créer ce que Freud appelait des narcissismes, des petites différences, c'est-à-dire des irritations qui fait que les gens peuvent basculer. Et on voit ça, je veux dire, des gens qui passent de la gauche à la droite, ou qui se bloquent sur un type de lutte. On a l'impression que ces gens-là, en fait, c'est une ruse de la raison néolibérale, parce que quand on parle des questions de femmes et quand on parle des questions de sexualité, on ne parle pas des questions de classe, et donc c'est vraiment c'est une ruse pour qu'on ne parle pas des trucs importants. Tout ça, c'est plus que des dangers, c'est des choses qu'on voit, qu'on lit, qu'on entend tous les jours. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de... Je ne vois pas de propension naturelle ou même historique à la convergence des luttes. Ça ne veut pas dire qu'il faut y renoncer, loin s'en faut, mais pas compter sur un espèce de mouvement historique, naturel, fut-il dialectique, qui nous y amènerait. Donc c'est pour ça que c'est plutôt des coups, des moments, des occasions, dont il faut profiter, et dont il faut d'autant plus profiter qu'il est bon de penser qu'elles ne dureront peut-être pas longtemps. Là encore, c'est un vieux truc nietzschéen. Alors, être nietzschéen, ça fait pas très gauche ces jours-ci, mais quand même, il me semble que de ce côté-là, c'est cette idée que le ressentiment tient mieux que les moments de générosité. Ce qui ne veut pas dire que les moments de générosité sont toujours vaincus, mais qu'elles doivent savoir elles-mêmes qu'elles ne durent pas. Et elles ont d'autant plus de chances de revenir, c'est ça l'idée de l'éternel retour, elles ont d'autant plus de chances de revenir qu'elles ne s'accrochent pas. C'est la différence que Deleuze, par exemple, faisait entre puissance et pouvoir. La puissance est dans la répétition et l'éternel retour, précisément parce qu'elle ne veut pas durer. Le pouvoir, au contraire, s'accroche. Et là, c'est là que les forces réactives et le ressentiment s'installent. Donc, voilà. Donc, c'est encore une fois, je ne les dicte pas comme une espèce de vérité et de nouvelle orthodoxie du mouvement. C'est plus une impression, et une impression surtout qu'il s'agit de conjurer la mélancolie, parce que la mélancolie ne me semble pas porter des lendemains qui chantent. Si Lors des émeutes de George Floyd aux États-Unis, on avait publié, même invité un ami, un camarade, Cédric Robinson. Ouais. Idriss, oui, pardon, voilà. C'est Idriss Robinson. Oui, voilà. Le plus ancien. Et ouais. Idriss Robinson qui avait cette hypothèse, et qui nous paraît de plus en plus juste, qui était que, d'une certaine manière, le moment de l'émeute, qui serait une occasion, c'est un moment où, justement, l'ajournement prétendu de l'intersectionnalité était complètement, n'avait juste plus cours, était inopérant, parce que tout le monde à ce moment-là s'entraide pour fabriquer une barricade, pour prendre un lieu d'assaut, pour résister à la police, pour se fuir. Chacun se protège à mesure de ses moyens. C'est pas qu'on est égaux voilà, dans son genre, etc. Mais d'une certaine manière, c'est pas ça qui compte à ce moment-là, dans cette occasion-là. Et on était arrivé à la conclusion que peut-être quand on parle de gauche, bon, c'est toujours un peu flou. Quand on dit on perd des gens, mais en quel sens? Est-ce qu'on les perd au sens au niveau électoral, au niveau du vote, au niveau de pour qui ils votent, donc dans une scène qui est plutôt représentative et qui en passe nécessairement par une scène que les situationnistes appellent spectaculaire en quelque sorte. Ou quand on parle d'occasion, on parle pas le bon moment pour que le vote ait lieu en faveur de la gauche, Mitterrand, etc.
ou pour que la réunion des corps, des âmes, des affects se fasse, par exemple, dans l'émeute ou dans l'insurrection. Vous, quand vous parlez de ces occasions, et vous parlez aussi de stratégie, donc est-ce que c'est sur le plan de l'élection, et donc de la pratique du vote, ou c'est aussi sur le plan, un autre plan qui peut être plus souterrain, plus informel, moins représentatif, qui est celui de ces moments d'insurrection, par exemple. Ou d'un mouvement. Ou d'un mouvement, oui, non, bien sûr. C'est les deux. Avec l'articulation entre les deux qui est importante. Il y a on pense à 68, à mai, mais ensuite à juin. Il y a des moments d'occasion dans le moment qui amènent un ressac par la suite. Mais de la même manière, il peut y avoir des surprises électorales au moment où on ne les attendait pas, qui peuvent générer des mouvements alors qu'ils semblaient endormis. Ça, ce serait plutôt le début de 68, par exemple. Mais donc, les deux s'articulent, mais je ne pense pas que là non plus, je ne ferai pas le primat de l'un sur l'autre. Les mouvements sont essentiels. Les effets de levier ou au contraire de blocage de la politique représentative ne me semblent pas devoir être négligés non plus. Et c'est l'articulation entre les deux qui marche. D'autant que, vous, je ne sais pas, mais moi, je sais où sont mes intolérances. Je ne suis pas tellement sûr, et j'ai l'impression que c'est quand même un problème aussi pour la gauche et qu'elle devrait assumer. On n'est pas très clair sur l'horizon. Sur l'horizon qu'on souhaite nous-mêmes, même. Je veux dire, en tout cas sur la manière dont il peut s'agencer, s'organiser, etc. Et il n'est pas mauvais de l'assumer. Et il n'est pas mauvais de laisser flotter les choses, et tout en continuant à y penser, à réfléchir, en testant des trucs, mais de ne pas juger le présent au nom d'un avenir toujours déjà pensé, imaginé tel qu'il devrait l'être. Donc ça fait aussi partie de cette gauche d'occasion, d'une certaine façon. C'est-à-dire, l'occasion, c'est l'occasion de repenser les choses, de se demander « et si ?» Mais le « et si » peut être une mauvaise idée, une mauvaise hypothèse, ou une hypothèse incomplète qu'il faudra compléter au coup suivant, etc. Donc une espèce de pragmatisme qui fait que l'essentiel, surtout dans des moments qui ne sont pas des moments particulièrement joyeux, alors je sais que votre ami qui est derrière nous, lui, demeure indécrottable optimiste, et j'aimerais savoir quelle substance il prend, mais quelle est ta drogue maintenant? Non, moi je veux bien juste dire un truc. Par rapport à ce que vous dites juste avant, moi j'ai l'impression que vous avez tout à fait raison par rapport aux projections et tout ça, mais moi j'ai l'impression que le point juste, je pense d'un point de vue politique, révolutionnaire, c'est d'assumer la part d'expérimentation, en fait. Et je pense que c'est pour ça que nous, on se dit jamais de gauche, parce que dans notre imaginaire, la gauche est toujours un réagencement du présent, et vous savez, il y a une phrase célèbre, que ce qui est l'opposé d'être de droite, c'est pas d'être de gauche, mais c'est d'être révolutionnaire. Et voilà, nous, ce qui nous est cher, en tout cas dans l'histoire révolutionnaire, en fait, tout bêtement, c'est le fait d'assumer l'expérimentation. Et ce qui, par exemple, va nous distinguer très fortement de ce qu'a pu être le stalinisme, évidemment, on va dire cette gauche-là, qui est et même le léninisme de manière générale, qui elle va toujours chercher à venir, à faire passer tout le réel dans une petite machine et à le faire ressortir de la forme qu'il faudrait. La solution, c'est l'expérimentation. Mais voilà, c'était juste ma petite... c'est de là que vient mon optimisme. D'accord. C'est déjà très bien. Je cherche toujours les substances. Néanmoins. Café, là. Café. Et c'est marrant parce que justement, vous donnez un exemple, je crois que c'est la dernière page de votre livre, de ce livre-là, un exemple de ce mouvement qui irait d'une sorte de réflexe électoral collectif, comme front antifasciste lors des élections législatives de juillet dernier, comme un moment intéressant politiquement,
parce que d'un coup, c'était plus la question, et là ça va nous permettre d'aller au livre et au producérisme, etc. Mais c'était plus la question, est-ce qu'il faut se rallier, les gens d'extrême droite qui votent Le Pen depuis 10 ans, etc., même plus, qui n'ont pas bien compris leurs intérêts et qui sont piégés, ou qui votent pas parce qu'ils sont fachos, mais parce qu'ils sont fâchés, etc. À ce moment-là, vous dites, bon, ce qui m'intéresse, ce qui vous intéresse, c'est le fait que il y a un front antifasciste qui dit, en fait, face à nous, il y a quand même des gens qui adhèrent complètement à des visions raciales, de la hiérarchie sociale, à des déportations, en ce qui concerne Trump, des déportations massives, plus grandes déportations. Et dans ce cas-là, il n'y a plus à aller essayer d'expérimenter sur le terrain adverse pour obtenir quelques voix, mais affirmer quelque chose, pour le coup, une distinction assez forte entre eux et nous, en tant qu'antifascistes face aux fascistes. Et vous dites, étrangement, ce moment de positif au sens nietzschéen ou deleuzien du terme, d'affirmation, il gagne plus, même au niveau électoral, disons, que la tentative bizarre d'aller chercher chez tel type d'extrême droite le point où il n'est pas raciste, etc. Et donc voilà. Est-ce que ça, c'est un exemple de moment électoral qui produit du coup une sorte de front qui peut avoir des conséquences antifascistes même plus larges? Première question, bon, ça je pense que la réponse est oui, et la deuxième question, c'est... pourquoi, à ce moment-là, il y a un changement que vous repérez? Qu'est-ce qui se passait avant? Quels étaient les préjugés stratégiques, en quelque sorte, qu'il y avait avant, dans une diversité de gauche? Je ne sais pas s'il y a des préjugés, ou il y avait en tout cas plusieurs idées. Il y avait effectivement d'abord celle que vous mentionnez, qui était d'aller chercher les fâchés pas fachos, c'est-à-dire de penser, c'est l'idée du populisme de gauche, de penser que le ressentiment de l'extrême droite peut se renverser, peut se convertir en colère et en indignation de gauche. Moi, j'ai l'impression que le ressentiment n'est pas convertible et qu'à partir du moment où on s'adonne au ressentiment, où on en jouit, parce qu'il y a une vraie jouissance du ressentiment, je ne dirais pas que c'est indécrottable, mais je pense qu'il faut qu'il soit vaincu avant d'être convaincu, et non pas l'inverse. Donc, cette idée qu'on pouvait récupérer des gens du côté du Rassemblement national me semblait un peu fumeux. D'autres, à d'autres extrémités de la gauche, pensaient que, non, il fallait au contraire se modérer pour ramener les centristes à de meilleurs sentiments. Après tout, les macronistes avaient commencé de droite et de gauche. Peut-être fallait-il le leur rappeler et en même temps nous faire les efforts pour ne pas les froisser trop. Bon, je veux dire, même si ça a été vrai, ils ont avalé tellement de couleuvres depuis 7 ans qu'ils sont immunisés contre toute forme d'antifascisme, en tout cas du côté des représentants. Du côté des représentés, du côté de l'électorat macroniste, ça n'a pas été vrai, puisque quand même... certes, la gauche n'a pas gagné en juillet, mais elle n'a pas perdu non plus. Et le fait qu'elle n'ait pas perdu alors que tout le monde s'attendait à ce qu'elle perde et que ce soit le Rassemblement national qui gagne, c'est quand même largement dû au fait que 50% de l'électorat macroniste a préféré voter pour un candidat de gauche, en dépit de toutes les préventions qu'il pouvait avoir, en dépit de toute la campagne qui avait été faite sur la gauche antisémite, etc. Néanmoins, ils ont vu la différence et ils ont voté pour un candidat de gauche et non pas pour un candidat du Rassemblement national. Donc ça veut dire que il y a de fortes réserves du côté de l'intolérance. Alors, c'est pas suffisant. À partir de ça, de ces intolérances, il faut tirer quelque chose. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce mot d'antifascisme? Je n'en tire pas une définition antifa. L'antifascisme, c'est précisément une intolérance à quoi? Une intolérance à une politique gouvernée par le ressentiment. Et qu'est-ce que ça veut dire une politique gouvernée par le ressentiment? Ça veut dire que c'est une politique qui croit que le bonheur est dans l'épuration. Ça, c'est la thèse de mon livre. C'est l'idée qu'il y a un bon peuple
de producteurs, de gens qui bossent et qui veulent jouir légitimement du produit de leur labeur et qui en sont empêchés par des parasites. Et que ces parasites, eux, ne travaillent pas, ou s'ils travaillent, ils ne travaillent qu'à accaparer le produit du labeur des bons producteurs. Et donc, ce que promet l'extrême droite, c'est, pour vous, le bon peuple à qui je m'adresse, les choses vont s'améliorer sans que vous ayez rien à changer à vos comportements, parce qu'on va vous débarrasser de ces parasites, d'en haut et d'en bas d'ailleurs, qui, eux, d'abord, sont pas comme vous, ne font rien de bon, et si on vous en débarrasse, les choses vont s'améliorer sans que vous ayez rien à changer. Dès lors qu'on adhère à ça, c'est incompressible. Alors, c'est vrai que ce producérisme, comme je l'appelle, c'est-à-dire cette opposition entre producteurs et parasites, surtout sous sa forme racialisée, il y avait un certain tabou qui pesait dessus entre 1945 et le début des années 80. Dès lors que le tabou est levé, et le tabou maintenant il est levé depuis près de 40 ans, ça crée une adhésion. Et cette adhésion-là, je ne crois pas qu'on peut la faire diminuer. Donc il s'agit de mobiliser tous ceux qui n'adhèrent pas à ça. Ça me semble être la priorité. Et l'antifascisme, c'est précisément cette idée, au minimum, de rassembler tous ceux qui non seulement n'adhèrent pas à ça, mais tous ceux qui éprouvent une intolérance par rapport à ça. Alors ça se limite pas forcément à ça, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que dans cette notion d'antifascisme, il y a quelque chose d'enveloppé qu'il s'agirait de développer. Précisément, dans cette intolérance princeps, princeps d'une certaine façon, on pourrait en développer toute une série. Qui irait effectivement du côté du féminisme, du côté de l'égalité sociale, du côté des minorités, du côté du rejet du racisme structurel, non pas comme préjugé, mais comme structure dans la société, etc. Ça peut se déployer. Ce déploiement ne signifie pas... ce n'est ni une affaire de modération, pour garder les 50% de macronistes, ni une affaire de radicalité, avec l'idée mélanchonienne notamment que nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire et que les gens veulent plus de radicalité et que si, je sais pas moi, Lutte ouvrière et le NPA n'étaient pas si modérés, tous les abstentionnistes voteraient à gauche. Mais non, je ne crois pas que ce soit ça non plus. C'est pas une affaire ni de radicalité ni de modération, mais d'intransigeance. C'est-à-dire, encore une fois, c'est une autre manière de dire tenir tous les bouts. N'accepter aucune inégalité structurelle comme on peut rien y faire, c'est comme ça. Après ça, on peut être plus ou moins modéré, plus ou moins pragmatique. Je suis moi-même probablement un bourgeois libéral quelque part au fond de moi. D'ailleurs même pas qu'au fond. Et donc on peut en tirer des conclusions plus ou moins radicales, plus ou moins modérées, mais au moins il faut tenir sur l'intransigeance. Au moins il faut tenir sur le fait que le principe même de la reproduction d'inégalités structurelles, c'est dégoûtant. Et c'est bon pour personne. C'est-à-dire que, au fond, c'est même ma liberté qui est affectée par ça. C'est essentiellement ma liberté qui est affectée par ça. Les inégalités structurelles empêchent le déploiement de la liberté de chacun. Pas seulement de ceux qui les subissent d'ailleurs, même ceux qui ne les subissent pas. Donc, tenir cette sensibilité-là et essayer d'en tirer le maximum, ça me semble être le programme d'un espèce de pragmatisme radical ou radical pragmatisme. Je ne sais pas comment l'appeler. Alors, je vais peut-être dire une chose un peu bête, mais en fait, souvent j'ai l'impression que certaines personnes qui veulent dire des choses évidentes, par exemple... ce que je viens de dire. Non, pas justement. Par exemple, voilà, il n'y a pas d'égalité objective, d'inégalité naturelle, ils ont l'air d'hésiter. Je sais pas si je peux affirmer ça. Je parle vraiment d'un ethos subjectif.
comme s'il y avait une espèce de doute sur ces choses-là, qui est lié à l'idée peut-être qu'il faudrait s'adapter quand même à l'opinion contraire, qui serait, il y a peut-être des inégalités, oui, parce qu'il y a un argument, une objection. Et je trouve que, si je récapitule le principe à partir duquel vous pensez, c'est-à-dire celui d'une affirmation plutôt que d'une adaptation à la négation, voire une négation, ce que vous posez, c'est une forme de nouvelle manière d'affirmer quelque chose, de manière ferme, donc intransigeante. Est-ce que ça, c'est dans la parole, dans les discussions, dans les débats? Est-ce que ça, c'est au niveau des droits? Par exemple, j'ai des droits, je le sais, ils ont été affirmés, ils ont été posés par une tradition historique, et je lutte avec acharnement pour ces droits. Ou est-ce que ça se joue aussi ailleurs, et où, dans ce cas-là? Ou est-ce que c'est une affaire d'éthos, de manière d'être, qui va jusqu'à revendiquer des droits, mais à qui, envers qui? Ou est-ce que ça va plus loin, dans les hypothèses politiques, pragmatiques, selon vous? C'est au moins une affaire d'éthos. Oui. L'éthos étant le moteur de l'histoire. Avec la nécessité d'être constamment en éveil par rapport à son ethos. Parce que c'est un ethos qu'on peut proclamer sans en tirer des conclusions pénibles. Et donc on peut le brader d'une certaine façon. Donc il s'agit d'être exigeant par rapport à cet ethos. C'est de là que l'intransigeance est importante. Alors, vers quoi ça va? Effectivement, il s'agit d'investir tout ce qui a l'air d'être déjà conquis ou accordé de cet ethos. C'est pour ça que les luttes pour les droits me semblent très, très importantes. Mais le questionnement des normes me semble très important aussi. Puisque précisément, les normes, ça fonctionne comment? C'est faire passer pour normal ce qui est normé. Et donc, s'en prendre au sens commun du normal pour montrer que c'est normé, et s'interroger sur les normes, ça ne veut pas dire abattre toute forme de normes, mais au moins s'interroger sur elles. Tout ça, c'est un travail critique, c'est un travail aussi d'investissement des armes que l'on a encore. Alors, vers quoi ça va, je ne sais pas. Et je crois que c'est important de ne pas le savoir. Je pense qu'après tout, c'est ça les leçons pour la gauche. Les premières leçons pour la gauche du XXe siècle, c'est que quand même, on a vu trois choses. On a vu la catastrophe du socialisme d'État, on a vu l'étiolement de l'option social-démocrate, on a vu que le communisme antisocialiste ou le communisme révolutionnaire, ça fait des jolies étincelles ici et là, mais enfin, ça ne tient pas, ce qui n'est pas forcément un problème d'ailleurs, dès lors qu'on est dans cette espèce d'éternel retour et de répétition, mais que dès lors qu'on le pose comme un horizon qui va tenir, ça nourrit la mélancolie plus qu'autre chose. Donc, on a un problème d'horizon, manifestement, ou en tout cas, on a une espèce d'absence d'horizon. Mais c'est pas forcément grave, c'est pas forcément problématique, c'est même plutôt potentiellement excitant, parce que ça veut dire que, comme vous le disiez, il faut expérimenter, il faut inventer, il faut y penser, et ça, c'est pas ça qui est le plus grave, d'une certaine façon. L'idée qu'il faut dire qu'il faut offrir un horizon, parce que sinon ça va désespérer Billancourt, on sait les effets que ça a, outre le fait qu'il n'y a pas de Billancourt. Mais même sur le principe, c'est un effet plus disciplinaire qu'enthousiasmant. Bon. Donc voilà. Alors ça c'est sur le principe. Alors maintenant, d'où ça vient? Et là, c'est pas vous qui me lancez, mais là, c'était plutôt mon travail précédent, d'une certaine façon, qui était donc sur la financiarisation du capitalisme, et sur cette hypothèse d'une mutation au moins partielle du capitalisme. C'est-à-dire, la financiarisation du capitalisme, me semble-t-il, et me semble-t-il toujours, ça implique une certaine inflexion où l'essentiel du point de vue du capital n'est plus tellement le profit,
mais le crédit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de changement de direction. L'idée n'est pas, pour une entreprise, d'attirer des investissements pour produire des marchandises que l'on va essayer de vendre avec le plus grand profit, mais donc avec l'investissement comme condition et le profit comme objectif, mais plutôt il s'agit de de gérer son activité, de gérer le type de produit que l'on va essayer de fabriquer, le type même de profit ou la taille des profits que l'on veut dégager, dans le but d'attirer des investisseurs. Donc il y a un renversement du télos. Avoir du crédit, c'est ça? C'est ça. Donc l'idée, c'est essentiellement de maximiser son crédit, c'est-à-dire de maximiser son attractivité dans le regard des investisseurs potentiels. Et ça me semble être le principe même de la subjectivité constituée par le capitalisme financiarisé. C'est-à-dire que chacun veille à son crédit, chacun spécule d'une certaine façon pour se valoriser ou être valorisé autant qu'il est possible. L'essentiel est d'être et de demeurer toujours prometteur. C'est-à-dire de susciter des promesses et de susciter donc des gens qui seraient attirés par les promesses que l'on parvient à produire et à susciter. Et donc il me semblait que ça, c'est cette subjectivité constituée par le capitalisme financiarisé, qui n'est pas la même chose que la subjectivité de ce que Macpherson appelait l'individualisme possessif, c'est-à-dire l'idée du travailleur comme propriétaire de sa force de travail, dont il essaye de tirer le meilleur prix et donc de maximiser d'une certaine façon son profit à lui en vendant sa forme de travail. Donc ça, c'est la supercherie sur laquelle repose le capitalisme industriel. Il me semble qu'avec le capitalisme financiarisé, on est moins dans une marchandisation du travail, même si elle n'a évidemment pas disparu, que dans une de titrisation de l'existence, puisqu'il s'agit de faire des actifs éventuellement valorisables, des actifs sur lesquels on peut spéculer de tous les compartiments de son existence pour essayer de gérer son attractivité. Bon. Alors une fois qu'on a fait, c'est pour autant qu'on m'accorde cette hypothèse, en tout cas comme hypothèse de travail, qu'est-ce que ça signifie pour la critique du capitalisme? On peut se dire deux choses. Comme on n'aime pas le capitalisme, on n'aime pas la subjectivité qu'il produit, et par conséquent, il s'agit à la fois d'abattre ou d'en finir avec les rapports de production capitalistes, mais aussi d'en finir avec la subjectivité produite. Mais au nom de quoi? Au nom de quelle subjectivité? Avons-nous une idée de la subjectivité communiste telle qu'elle devrait être? À quoi ça devrait ressembler? Je pense que justement, c'est les crises du XXe siècle ou les échecs du XXe siècle fait que on ne sait pas. Donc ça, c'est déjà il y a une espèce de scepticisme ou de perplexité par rapport à cet horizon. Mais je dirais, d'un point de vue méthodologique, on peut penser que peut-être au fond, se battre sur le terrain de cette même subjectivité-là. C'est ça. Les subjectivités sont immanentes aux rapports de production, aux rapports sociaux généralement qui les génèrent, et il ne peut être question de les transcender. Parce que, au nom de quoi? Quel levier, sur quel futur pouvons-nous nous appuyer pour les transcender? Il me semble plutôt que c'est en s'appropriant, en retravaillant les subjectivités auxquelles on est, les formes de subjectivité auxquelles on est assigné, que l'on peut changer les choses. Je me souviens, dans une de vos conférences, vous disiez que pour combattre le macronisme, parfois il faudrait être plus macroniste que Macron. Que vous disiez... je ne me souviens pas d'avoir utilisé Macron comme pivot. Mais non, mais c'est pas dans la conférence elle-même, c'est dans les réponses à des questions après. Bon, dans le détail, je me souviens plus exactement, mais c'était...
là où il prétend être une subjectivité moderne, Nini, etc., insister sur tout ce qui n'est absolument pas moderne, absolument pas Nini, absolument pas... Et qui fait apparaître que finalement, les modernes, c'est peut-être ses adversaires même. Voilà. Donc, en gros, ce que vous dites, c'est que dans le cadre des investis, c'est-à-dire des subjectivités qui cherchent du crédit et qui se valorisent sur la base d'un crédit, et donc, au fond, sur une manière d'être, alors que le salarié, c'est sur une puissance qui peut ou pas vendre ou échanger, c'est la force de travail. Si on se base au niveau du crédit de la manière d'être, ça revient un peu à ce que vous disiez, donc c'est sur la base, c'est le principe, la base, c'est l'éthos, c'est la manière d'être de gauche, par exemple, qui assume un certain nombre de postulats et qui est intransigeant dessus. D'accord. Une des idées récentes, un des mots qui revient le plus souvent, c'est l'idée que potentiellement on arrive dans une forme de société qui est de plus en plus fascisée, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis. Et il me semble que la différence entre les fascistes ou les fascisés et des conservateurs de droite traditionnels ou je ne sais quoi, ou qu'est-ce, c'est justement que dans l'antagonisme fasciste-antifasciste, il y a une affaire de manière d'être. Il y a un ethos qui est séparé, différent. Que ça se passe pas seulement sur les idées politiques, mais c'est vraiment sur quasiment l'éthique de comment on est. Je dis ça pour faire une sorte de transition vers, vu qu'on a parlé de la gauche beaucoup, de ses erreurs ou pas, il y a cette question qui est posée, qui est est-ce qu'on a affaire à du fascisme aujourd'hui du côté de l'adversaire, vu qu'il y a un front antifasciste, est-ce qu'il y a des fascistes, et ce concept, il est difficile à tenir. Dans un article que vous m'avez envoyé il n'y a pas longtemps, enfin hier, vous dégagez, vous faites une sorte de nini pour définir la forme actuelle de fascisme, c'est-à-dire ce fascisme actuel, il n'est pas impérialiste colonial, comme le capitalisme colonial, et il n'est pas non plus totalitaire. Et donc, il ne suffit pas d'être antitotalitaire d'un côté ou anticolonial, impérialiste de l'autre pour définir ce fascisme, parce que si on pense à un fascisme russe qui envahirait l'Ukraine, un fascisme chinois qui voudrait Taïwan, ce sont des formes d'extension territoriale, mais sur la base de promesses historiques non tenues, de nostalgie d'ancien empire, et pas sur la base on va s'étendre à l'infini comme l'impérialisme occidental, sur des terres qui n'étaient données à personne puisqu'elles étaient complètement découvertes par accident pour la plupart. Et inversement, c'est pas des formes totalitaires mais autoritaires qui ont des éléments libéraux. Bon. Du coup, à votre avis, si on prend des exemples concrets comme par exemple là récemment l'élection de Donald Trump et le Trumpisme, quelle est la nature de cet adversaire, pour pas dire fasciste tout de suite, mais cet adversaire qui a l'air fasciste, qui l'est peut-être pas? Quelles sont ses propriétés, ses caractéristiques selon vous? Voilà. Alors, beaucoup de choses dans la question, mais... Vraiment que j'apprenne à poser des questions. Mais d'abord, je voudrais revenir sur une contradiction dans mon propos, qui est une contradiction, en gros, entre ce dont on a largement parlé sur les ethos et ce que je dis sur l'appropriation de la subjectivité de l'adversaire. Il y a une contradiction dans l'histoire, puisque d'un côté je dis il n'y a pas de possibilité de conversion entre une indignation de gauche et un ressentiment d'extrême droite, et en même temps je dis il n'y a pas de subjectivité de gauche transhistorique, et par conséquent toutes les subjectivités de gauche c'est des appropriations des subjectivités qui nous sont assignées. Donc il semble qu'il y ait une contradiction dans cette histoire. De fait, je pense qu'on peut la réarticuler. Je pense par exemple que la lutte entre ces affects antagonistes, indignation, ressentiment, elle peut se jouer à l'intérieur d'une même subjectivité. Par exemple, il me semble que des mouvements comme MeToo, des mouvements comme Black Lives Matter au moment Floyd, sont des mouvements qui jouent sur le crédit et la spéculation.
C'est-à-dire, l'expression déjà Black Lives Matter est intéressante. Il ne s'agit pas de dire toutes les vies se valent. Hein. Il ne s'agit pas d'un grand truc humaniste sur il n'y a pas de différence entre les Noirs et les Blancs. Ça, c'est au contraire les opposants qui vont essayer de le reprendre avec un slogan qui disait « All lives matter ». Non, il s'agit simplement c'est une proposition spéculative qui consiste à dire « les vies noires comptent ». Combien elles comptent ? Ça dépendra de notre mouvement. Notre mouvement, il est là pour les faire compter. Les faire compter, c'est-à-dire les rendre... leur donner leur valeur. Cette valeur, elle n'a pas de plafond. Il s'agit de spéculer sur la valorisation des vies noires. Donc c'est un mouvement spéculatif de ce côté-là et un mouvement de demande de crédit. Précisément pourquoi ? Parce que les vies noires sont discréditées. C'est ça. Là, vous allez quand même un peu vite sur la traduction du mot matter, parce que là, vous le traduisez par compter. En anglais, sauf erreur de ma part, l'étymologie, c'est pas du tout la même qu'en français. Enfin, en tout cas, il n'y a pas le côté comptable. Mais néanmoins, c'est avoir de l'importance. Ouais, mais ce qui n'est pas la même chose, avoir de l'importance et être comptable. Précisément, il me semble que la grande différence entre l'âge du profit et l'âge du crédit, c'est que l'âge du profit, donc l'âge libéral, la condition libérale, elle est fondée sur une opposition entre ce qui est de l'ordre de l'économique et ce qui est de l'ordre de non-économique. Hein. Et d'ailleurs, la séparation des sphère de la production économique, là, on peut compter, c'est une affaire de rationalité économique, et la sphère de la reproduction, au contraire, on est dans les sentiments, on est dans les valeurs, on est dans voilà. C'est donc non marchandisable. Avec le crédit, on n'est pas tellement dans une invasion de l'économique sur le non-économique. Ce n'est pas simplement l'idée que tout est devenu marchandise. C'est plutôt une indiscernabilité entre les deux. Le crédit est tout à la fois crédit moral et crédit économique. Et toute la question est de sa convertibilité ou son inconvertibilité. Mais c'est un mouvement spéculatif au sens où il s'agit d'une valorisation, d'une importance. Alors est-ce que cette valorisation est traductible en termes capitalistiques ? C'est une autre affaire, mais néanmoins, il s'agit d'une conjuration du discrédit d'une existence. Donc là, on a des mouvements, et on peut trouver la même chose avec MeToo. MeToo est aussi, à mon avis, un mouvement essentiellement spéculatif, dans la mesure où l'idée, c'est de discréditer, là pour le coup, les manifestations de masculinité toxique. Et encore, il s'agit de les discréditer, il s'agit de les rendre, je dirais presque invendables, il s'agit de les rendre répulsives, de telle manière qu'on n'ait pas envie de s'en emparer et de s'emparer. Donc c'est encore un mouvement spéculatif. Il me semble aussi que, je pourrais continuer, des mouvements écolos du type de Fridays for Future, Greta Thunberg, etc., ce n'est plus protection de l'environnement, ce n'est pas tout à fait Gaïa et les êtres vivants comme subjectivité autre, mais c'est plutôt l'idée que si vous continuez, notre vie de nous, de jeunes, est foutue pour l'avenir. Et donc, vous nous discréditez si vous continuez de ce côté-là. Donc là aussi, il me semble que c'est un mouvement, discrédité au sens où vous enlevez toute valeur projective à notre existence. Donc il me semble que tout ça, ce sont des luttes qui s'inscrivent à l'intérieur de cette subjectivité nouvelle constituée par le capitalisme financiarisé, le crédit. Contre lui, mais néanmoins forgé par lui. Mais, je termine juste mon raisonnement de ce côté-là, il en va de même de l'autre côté. Il en va de même de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il me semble que le fascisme trumpiste, le racisme trumpiste, la xénophobie trumpiste, elle est aussi spéculative. Parce que qu'est-ce que c'est le discours de Trump dès le début ? Le discours de Trump consiste à dire « être blanc, ça a payé ». Il fut un temps
ou être blanc avec tous les oripeaux de la blanchité, droit de porter des armes, famille traditionnelle, drapeau, tout ça, ça avait une certaine valeur qui était reconnue. Ce qu'on voit depuis 30 ans, et c'est leur critique à eux de la mondialisation, c'est que ce portefeuille-là, ces actions, ces actifs-là, ont perdu de la valeur. Et moi, je suis là pour leur redonner de la valeur. Hein? D'ailleurs, c'était Steve Bannon qui l'avait très bien dit. Il l'avait dit d'ailleurs quand il était venu en France pour assister au congrès du Rassemblement national. Il avait dit les banquiers, ils nous parlent de shareholder value, hein, de la valeur pour l'actionnaire. Moi, ce que je veux, c'est réévaluer the American citizen value, c'est-à-dire la valeur de l'appartenance à une nation. Donc c'est aussi un mouvement spéculatif. Donc il y a à la fois une antinomie des affects, mais cette antinomie des affects, elle se joue à l'intérieur d'une certaine forme de subjectivité partagée, puisque constituée dans les deux cas par le capitalisme financiarisé. Ça, c'était sur la première partie. Oui, c'est vrai. Sur la deuxième partie de votre question, c'est est-on en face d'un fascisme ou pas? Je dirais plutôt oui. Je dirais oui parce que les caractéristiques fondamentales du fascisme, me semble-t-il, c'est le ressentiment et l'épuration. Hein. C'est l'idée que c'est attiser l'impression qu'il y a des gens illégitimes qui jouissent à ma place, qui jouissent de ce qui devrait me revenir à moi, et qu'il s'agit de les traquer, de les déporter, de les expulser, et que le bonheur du peuple sera dans sa régénérescence, et sa régénérescence sera fondée sur l'épuration. Ça, c'est l'éthos du fascisme, et cet éthos, il marche à plein. Bien. Alors, maintenant, comment il se manifeste? Et là, on change d'échelle d'une certaine façon, et on passe à un côté géopolitique. Donc ça, effectivement, c'est mon travail pour le moment, et je crois que c'est l'objet d'un livre prochain. C'est l'ordre géopolitique qui est en train d'émerger dans lequel nous nous trouvons. Et l'impertinence, la non-pertinence des prismes hérités de la guerre froide pour le saisir. Puisqu'en effet, qu'est-ce que c'est les prismes hérités de la guerre froide? À gauche de gauche, si je puis dire, c'est un prisme anti-impérialiste, hein, qui est une critique de l'impérialisme et de l'impérialisme néocolonial et avant ça de l'impérialisme colonial. Et cet impérialisme, il est fondé sur quoi? Sur une société, une nation, une civilisation qui s'estime soit supérieure, soit porteuse de l'universel que les autres n'ont pas encore atteint, et qui, par conséquent, s'arroge le droit de projeter son génie particulier ou universel sur le monde pour exploiter les terres des gens chez qui on se projette, et éventuellement, à la fin de l'histoire, les civiliser pour les faire arriver à notre niveau, mais enfin, pas trop vite, surtout. Ça, c'est le principe du racisme et de l'impérialisme colonial qui est fondé sur la domination, nous dominants, eux dominés, parce que nous supérieurs, eux inférieurs, et notre devoir, notre vocation, le fardeau de l'homme blanc, c'est donc de les civiliser à petit feu, très progressivement. Il me semble qu'il y a un autre type d'impérialisme dont... Oui, donc, le premier prisme serait donc le prisme anti-impérialiste. Un autre prisme se développe dans les années 60-70, les libéraux, qui est du côté des libéraux, mais du côté des libéraux qui ne sont plus tellement dans la rhétorique du monde libre. Le monde libre, on a vu, au nom du monde libre, tous les coups d'État qu'on a pu faire, le pillage du tiers-monde qu'on a pu faire, donc c'est plus très joli. Donc les nouveaux libéraux droits de l'homiste, si on peut dire, vont plutôt se réclamer d'un prisme antitotalitaire, avec des gens très vénérables pour en soutenir le cadre théorique, que ce soit Hannah Arendt, que ce soit Claude Lefort, etc.
Et donc l'idée là, c'est une opposition que Joe Biden a essayé de raviver il y a 2 ans au moment de l'invasion d'Ukraine par la Russie, où il y aurait d'un côté les démocraties qui respectent les droits fondamentaux, et puis les autocraties d'un autre côté, avec ce mode totalitaire d'un écrasement de la société par un parti-État qui essaye de faire un homme nouveau et de contrôler la société de ce côté-là. Et donc ça, c'est les prismes hérités de la guerre froide, ou plus exactement hérités de la deuxième partie de la guerre froide, puisque l'anti-impérialisme se développe avec le tiers-mondisme, c'est-à-dire à un moment où l'Union soviétique et le modèle communiste ne fait plus rêver lui-même, donc on compte plutôt sur la révolte des peuples du tiers-monde, d'un côté, et un modèle antitotalitaire de l'autre, où la rhétorique du monde libre est un petit peu usée, mais par contre, se battre contre les totalitarismes, qu'ils soient de souche nazie ou de souche stalinienne, ça reste quelque chose de glorieux, avec la figure du dissident soviétique comme étant le héros même de ce mode antitotalitaire. Or, il me semble que ces deux modes, étrangement, ont subsisté après la fin de la guerre froide. Du côté des anti-impérialistes, on peut le comprendre, puisqu'on est passé d'un monde bipolaire à un monde unipolaire dominé par les États-Unis, donc la puissance impériale par excellence. Du côté antitotalitaire, on peut le comprendre aussi, parce qu'effectivement, en ex-Yougoslavie, au Rwanda, dans toute une série de guerres de l'après-guerre froide, dans les années 90 en particulier, la notion d'épuration ethnique et la notion de génocide est revenue au premier plan, et donc c'était une manière de raviver ce prisme antitotalitaire. Il me semble que néanmoins, là, ce qui est en train d'émerger, c'est autre chose, c'est un autre modèle. Et ce modèle, je crois qu'on peut en trouver un bon point de départ, encore une fois, chez Hannah Arendt. Dans le deuxième volume des origines du totalitarisme, il y a un petit chapitre que Hannah Arendt appelle l'impérialisme continental. Et là, elle s'occupe essentiellement des mouvements pan-germaniques et pan-slaves de la fin du 19e et début du 20e. Et elle le distingue de l'impérialisme colonial. L'impérialisme colonial, elle le décrit à peu près comme je l'ai décrit, c'est-à-dire cette espèce de projection du supérieur, de ce qui s'estime supérieur sur ce que les supérieurs estiment inférieur pour les civiliser, etc., avec en plus la volonté d'exploiter leurs terres, puisqu'elle insiste beaucoup sur le motif économique de l'impérialisme colonial. Donc extractivisme, exploitation, etc. L'impérialisme continental, dit-elle, c'est autre chose, c'est un impérialisme de perdants, et qui est fondé sur une jérémiade. C'est la jérémiade pan-slave et la jérémiade pan-germanique qui consiste à dire « Nous devrions avoir un grand empire. Nous devrions être au sommet du monde. Notre peuple est le plus noble et le plus beau. Et pourtant, regardez dans quel état nous sommes. Nous sommes dispersés. Il y a des gens de notre peuple qui vivent sous la domination d'autres États. Nous sommes faibles. Nous sommes moqués par les grandes puissances impériales. Donc il s'agit de se régénérer pour enfin occuper la place qui nous revient. Et ça veut dire rassembler notre peuple, et le rassembler sur quoi? Sur la terre qui nous a été promise et qui nous a été dérobée. Dérobée par qui? Par nos rivaux perfides, les Français, les Anglais, enfin les grandes puissances impériales à la fin du XIXe siècle, mais aussi par ces ennemis intérieurs qui nous rongent, ces parasites qui nous rongent, qui nous sucent le sang, juifs en particulier, mais pas que, et qui nous affaiblissent. Donc il faut à la fois se régénérer en s'épurant, et en même temps en regagnant l'entièreté du territoire qui nous est dû. Donc c'est en ça que c'est un impérialisme continental, au sens où il s'agit de s'étendre là où nous avons les droits d'être, et où, une fois que nous y sommes, seuls les nôtres ont le droit d'être. C'est ce qu'on trouvait par exemple dans le basculement, il y avait un prototype là chez Milosevic dans les années 90. Dans un premier temps, Milosevic se pose comme celui qui veut sauver la Yougoslavie multiethnique
contre les nationalistes croates, bosniaques, etc., etc. Et puis, il essaye de se vendre comme ça à l'Occident, en montrant, regardez, moi je suis le libéral qui essaye de sauver le côté multiethnique des choses, alors que eux, c'est des nationalistes, c'est horrible, etc. Comme ça ne marche pas, il change et passe au côté grand serbe. Et le côté grand serbe, c'est les Serbes ont le droit de vivre en Serbie. La Serbie, c'est la terre qui leur a été promise et qui leur a été volée au cours des siècles. Et une fois que les Serbes sont en Serbie, seuls les Serbes ont le droit de vivre en Serbie. Donc, c'est ce mouvement-là qui est l'éthos, si on peut dire, de cet impérialisme continental. Or, il me semble que c'est ça qu'on voit émerger. C'est ça qu'on voit émerger chez Poutine. Le monde russe, c'est ça, c'est la reconstitution de cet empire sur la terre qui nous est due, pas plus. C'est pour ça qu'eux ne se voient pas comme impérialistes, puisqu'ils ne sont pas des impérialistes coloniaux. L'Ukraine, on ne va pas la coloniser, on va la réintégrer dans ce qui devrait être la Grande Russie à laquelle on croit et qui nous a été promise. Mais on le retrouve en Israël aussi. C'est l'idée. En Israël, il y a aussi un basculement. De 1967 jusqu'à la première intifada, ils sont aussi dans un modèle d'impérialisme colonial. C'est l'idée, on est certes une puissance occupante, on va coloniser la Palestine, mais du coup on va un peu les civiliser, on va améliorer leur sort, et on améliorera leur sort de telle manière qu'ils cesseront d'avoir de revendications nationalistes. Donc au bout du bout, dans 2000 ans, on pourra même leur donner quelques droits. Et nous sommes cet État libéral qui fait ça, donc le plus doux des colonisateurs. Bien. Avec la première intifada, ils comprennent que non, qu'ils ne casseront pas les volontés d'indépendance des Palestiniens. Et là, on change de modèle, on passe, comme dit l'historien Niv Gordon, du modèle de la colonisation au modèle de la séparation. C'est-à-dire, on veut la paix, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils nous foutent la paix, on ne veut plus voir un Palestinien de notre vie. Donc on accepte en principe une séparation en deux États, mais on rend leur État invivable et on s'étend et le projet devient de reconquérir la terre qui nous a été promise, donc la Palestine mandataire de la rivière à la mer, comme on dit, doit être israélienne et juive. Et ça, c'est le nouveau projet. Et c'est effectivement un projet qui passe par l'épuration ethnique, qui passe par une guerre génocidaire à Gaza aujourd'hui, mais c'est de cet ordre-là, c'est le même esprit de cet impérialisme continental. On le retrouve en Inde, chez Modi aussi, où il s'agit effectivement de transformer l'Inde fédérale en un foyer national hindou, avec ce que ça implique pour les musulmans et les Cachemiris. On le retrouve en partie, bon, tout n'est pas totalement équivalent, mais on le retrouve en partie avec la politique Une seule Chine en Chine, où il s'agit effectivement, on ne colonise rien du tout, ça fait partie de la Chine, ça doit nous revenir, c'est retrouver l'intégrité de la Chine qui lui est due et qui lui revient. C'est ce qu'on retrouve en Turquie, là c'est intéressant avec Erdogan, puisque Erdogan, lui aussi, dans un premier temps, il se la joue néo-ottoman. Donc de nouveau, empire fédéral, multiculturel, etc. Et là, de nouveau, ça bascule vers une espèce de panturquisme ou pantouranisme, qui est toujours la même idée que seuls les Turcs ont le droit de vivre sur le sol qui devrait appartenir aux Turcs. Et de là, ce qu'il fait aux Kurdes d'une part en Syrie, mais d'autre part aussi par la sous-traitance de son allié azerbaïdjanais, la reconquête d'un territoire qui devrait être turc, mais qui est sous occupation arménienne pour le moment. Donc ça, c'est ce nouveau modèle-là qui est en train d'émerger, et qu'on retrouve aux États-Unis avec Trump. Là, il n'y a pas d'aspiration territoriale. L'Amérique est complète, donc il n'y a plus rien à conquérir. À un moment, il a voulu acheter le Groenland, mais ça n'a pas vraiment marché. Donc il n'y a rien de ce côté-là. Mais par contre, l'épuration, elle est essentielle. Il s'agit effectivement de déporter 11 à 15 millions d'immigrants parce qu'ils empoisonnent le sang des natifs, parce qu'ils mangent leurs animaux de compagnie, mais il s'agit aussi de se débarrasser de tous les ennemis intérieurs qui veulent s'opposer
à ce mouvement d'épuration et qui en plus, à travers leur position dans l'université et ailleurs, pervertissent l'âme de nos jeunes. À cet égard, lire le livre, si on a le courage, du type qui doit être, en principe, s'il est confirmé par le Sénat, secrétaire à la Défense, donc à la tête du Pentagone, Peter Hegseth, est assez extraordinaire. C'est-à-dire, c'est une haine affichée de la démocratie telle que les libéraux, la gauche, les démocrates la voient, qui n'est qu'une manière d'essayer d'empoisonner nos esprits. Et par conséquent, il faut se préparer, comme il dit, ça s'appelle American Crusade, pour une croisade qui va consister, c'est une guerre. C'est une guerre sainte, d'une certaine façon, où il s'agit de se débarrasser de tous les ennemis intérieurs et de tous les parasites pour faire America Great Again. Donc, c'est cet ordre géopolitique-là qui me semble émerger et qui ne peut être capturé ni par le prisme anti-impérialiste, ni par le prisme anti-totalitaire. Et la seule bonne nouvelle dans ces trucs monstrueux, parce que il n'y a pas de contrepoids. Je veux dire, quand Hitler arrive au pouvoir, il y a Roosevelt d'un autre côté. Là, il n'y a pas de Roosevelt. Je veux dire, mais encore, toutes les carences que l'on peut prêter à Roosevelt, il n'y a pas même de modèle de démocratie libérale, je ne parle pas de socialisme, mais de démocratie libérale pour faire contrepoids, puisque l'Europe est en train de s'aligner à grande vitesse sur ce modèle-là. Il s'agit de faire de l'Europe une maison de retraite fortifiée pour épargnants de souche. C'est l'objectif, c'est pas une opération aussi glorieuse et grandiloquente qu'en Russie ou en Inde, mais néanmoins, c'est la même idée d'épurer et de se barricader sur le territoire qui nous revient, le territoire européen. Donc, la seule bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que s'il est vrai que les prismes antitotalitaires et les prismes anti-impérialistes ne sont plus d'actualité, du coup, il n'y a plus de raison pour que les adhérents à ces prismes continuent à se détester comme ils se détestent depuis 40 ans, puisque, après tout, là, il y a quand même une cause commune à laquelle il faut penser, qui est de lutter contre cet ordre émergent. Vous dites à la fin de votre article, c'est un peu une boutade, mais qui traite de cette question, c'est un peu une boutade, j'imagine, mais vous dites que, en gros, la reconnaissance, l'alliance, la fin de la séparation entre ceux qui défendent les Ukrainiens, mais qui par ailleurs sont pro-Israël, donc ne défendent pas les Palestiniens, et ceux qui défendent les Palestiniens, mais qui par ailleurs ne sont pas totalement pro-ukrainiens parce qu'ils considèrent que Poutine, finalement, c'est une victime de l'impérialisme en quelque sorte. Bon, bref, vous dites que le moment où ceux qui voient la même chose, c'est-à-dire, en fait, non, il y a des impérialismes continentaux, comme vous dites, qui sont en train de s'imposer, et du coup, il faut avoir le même angle de vue là-dessus, et finalement soutenir autant ces deux peuples de la même manière. Vous dites, c'est la question la plus importante pour le destin de toute l'humanité. Cette outrance n'est pas forcément une erreur, vous dites. Alors, première question à partir de ça, comment vous voyez la possibilité donc sous quel angle on se réunirait, c'est-à-dire contre ce concept d'impérialisme continental, contre le fascisme, voilà, en un sens. Première question. Deuxième question, pourquoi le sort de toute l'humanité, si c'est pas juste une boutade. Et après, j'aurais une question, mais je vais pas la poser, parce que mais sur une référence que vous utilisez, qui est Adam Tooze, bon, on verra après. Le sort de l'humanité, oui, précisément, parce que il n'y a pas de contrepoids. Je veux dire, je sais pas si les choses tournent comme elles ont l'air de tourner, si effectivement le grand guignol trumpiste est aussi sérieux qu'on peut le craindre, n'est pas du théâtre. Je sais pas où je dirais à mes amis américains de demander asile et de s'exiler. C'est vrai que nous, on a un tout petit répit d'un an ou deux, mais probablement pas plus, avec en plus l'effet d'entraînement que le trumpisme va avoir, d'encouragement qu'il va avoir sur les extrêmes droites européennes. Enfin, je veux dire, on a eu l'élection en Roumanie hier qui montre qu'il y a un effet de contagion, ou plus exactement de réplique, qui est en train de se jouer de ce côté-là.
Donc du coup, on n'a pas de gouvernement sur lesquels s'appuyer. On n'a pas de Roosevelt, mais on n'a même pas de Churchill ou de Staline. Mais si je peux faire une petite objection, ça veut dire qu'on présuppose que, comme contrepoids, il faut un autre gouvernement ou un autre État. Non. Ce qui est possible aussi d'envisager que à ce moment-là, il y a des poches ou de zones libres, en quelque sorte, qui ne sont pas un État et qui sont juste... Ces États-là ne peuvent pas aller jusque-là, jusqu'à ces points, ces zones, y compris à l'intérieur des États-Unis, y compris à l'intérieur de la Russie, y compris à l'intérieur de l'Europe, etc. Oui, non, je suis bien d'accord. Mais ça veut précisément dire, la seule chose que je veux dire, il n'y a pas absolument besoin d'État, mais le fait qu'il n'y en ait pas, je veux dire, même des États peu sympathiques, mais qui au moins auraient cette intolérance vis-à-vis de cet impérialisme continental qui renaît, ça veut dire que du côté des mouvements sociaux, de la société civile, quel que soit le mot que vous voulez employer, où il y a de la résistance de ce côté-là, on ne peut pas vraiment se permettre le luxe de se disputer entre nous en plus. De certaine façon, là, il me semble que quand même l'intolérance à cette espèce de multipolarité dystopique qui est en train de régner sur le monde, doit créer des solidarités, ou sinon c'est à désespérer de tout. Mais alors, moi j'ai une intervention que je vais faire depuis tout à l'heure qui va être un peu confuse, mais j'ai l'impression que ça recouvre pas mal de questions là-dessus. C'est que moi je me demande si, à partir de ce que vous dites, si en fait une autre question que ça pose, c'est pas en gros ce qui a changé dans la droite, dans l'extrême droite et dans la fascisation, et ce en quoi on va dire la gauche est à la masse. Je m'explique. C'est que depuis, tu vois, ce que je voulais dire, c'est que vous parliez beaucoup d'affirmation et en même temps vous parliez d'antifascisme et vous parliez de toutes les questions d'indignation, etc. Ça, c'était la discussion d'avant, mais on va y venir. C'est que alors, dans quel ordre faire moi j'ai l'impression que un des gros soucis que j'ai, par exemple spontanément avec l'antifascisme, c'est que précisément je le perçois pas comme une affirmation, mais au contraire comme une contestation. Enfin, c'est de l'antifascisme, mais on voit bien qu'aujourd'hui, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, c'est pas par exemple une idée positive du communisme ou de l'anarchisme, ou en tout cas une idée utopique et révolutionnaire qui vient s'opposer au fascisme, c'est un antifascisme. Et donc, directement, on voit bien en quoi est-ce que ça manque de souffle par définition, parce que c'est négatif, c'est-à-dire s'opposer au fascisme. Et j'ai l'impression que ce qu'on n'a pas bien vu venir en fait, et à mon avis la raison pour laquelle on peut effectivement parler de fascisme ou en tout cas de fascisation, c'est que j'ai l'impression que ces dernières décennies, la droite au sens très large du terme était composée d'un pan économique pro-libéral, etc. et on va dire moralement, pour pas dire éthiquement, moralement d'une espèce de ressentiment de fond un peu réactionnaire, d'attachement à des valeurs un peu construites comme ça, mais que là, ce qui se déploie notamment avec le trumpisme, et d'un seul coup c'est quelque chose qui, on sent que ce sur quoi il tire, c'est effectivement des affects, donc pas quelque chose de moral, et donc presque quelque chose effectivement d'éthique, dans le sens où on sent bien que c'est un ethos américain plein qui est en jeu. Grosse voiture, et on l'avait dit dans une autre discussion récemment, dans une autre vidéo, pourquoi Trump, qu'est-ce qu'il adore dans Musk, qu'est-ce qui marche chez Musk, c'est pas des trucs pour l'instant bizarres d'IA ou de machin, non, c'est la grosse voiture, le Cybertruck, c'est le phallus qui part dans l'espace, c'est vraiment, on sent que, et la conquête de l'espace évidemment, ce que ça veut dire symboliquement pour les Américains, d'un seul coup on sent revenir une espèce de positivité en fait, de la forme de vie américaine la plus caricaturale et que nous on trouvera vulgaire, débile, raciste, tout ça, mais en tout cas pleine, quelque chose comme ça. Et moi, je me souviens, la première fois que j'ai lu Le fascisme de Mussolini, ce qui m'avait marqué, parce que quand on apprend le fascisme à l'école, on imagine des gens un peu méchants, un peu vils, qui sont là, on veut faire du mal aux gens. Et quand on lit le fascisme de Mussolini, on comprend qu'il y a un truc d'appel à la jeunesse, il y a un truc de force, en fait, qui est en jeu, et un truc de positivité. On comprend ce qui est venu capter les gens. Et là où je veux en venir, c'est que quand on oppose à ça la gauche qui revendique, par exemple, si on prenons complètement au hasard la question du genre.
la question du genre, il y a une manière de gauche de la prendre, à mon avis, qui est donc de réclamer des droits, de réclamer une reconnaissance, etc. etc. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais en tout cas, quelque chose qui va être dans le négatif. Mais on peut aussi prendre la question du genre par un autre bout. Ce qui est intéressant, à mon avis, dans cette question-là, c'est que d'un seul coup, on part des carcans qui sont imposés, tu dois être un garçon, tu dois être une fille, et d'un seul coup, on se dit, ah bah non, finalement, je pourrais constituer un rapport au monde, même pas nécessairement qui serait différent, qui serait autre, mais qui serait plus riche, où en fait, ce que je vais opposer à mon assignation identitaire sociale, c'est un bricolage, c'est une expérimentation, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Et j'ai l'impression que là où on est bloqué, et là même quand on passe à la question géopolitique, j'ai l'impression qu'en fait on retombe sur cette même question. C'est-à-dire que vous dites, à raison, là il n'y a rien qui s'oppose au Trumpisme, et c'est absolument vrai. Mais parce que donc on voit bien que c'est pas une nouvelle social-démocratie qui tiendrait la route, etc. On voit bien que tout l'héritage de la gauche autoritaire, léniniste, stalinien, etc., on voit bien qu'il y a un truc qui marche pas non plus. Et donc, il y a, du côté de la gauche, une espèce d'abandon de la question, même pas de la question révolutionnaire, en fait, de l'ambition révolutionnaire. Et moi, je me demande, ça c'est, encore une fois, là, je vais refaire un pont vers le début, et je vais peut-être être un peu confus, mais j'ai l'impression que ce qui se joue pour nous, c'est une grosse difficulté par rapport à notre conception du temps. C'est-à-dire que, effectivement, si on pense le temps vraiment linéaire, on est un peu pris dans la contradiction entre soit agencer le présent comme on peut, donc social-démocratie, on limite la caste, etc., soit se projeter téléologiquement dans le super-communisme déjà organisé qu'il faut déjà préparer, et ça, on voit bien que ça donne des catastrophes. Mais on a quand même des schémas mentaux messianiques notamment qui essayent de proposer une autre manière un petit peu de s'insérer là-dedans, qui est de dire en fait il faut pas se laisser écrabouiller, en fait, parce que c'est un truc qui nous étire, quoi, soit le présent impuissant, soit la projection, en fait. Donc cette espèce de on est tiraillé entre ces deux pôles là, et en fait ça nous écrase, et en fait il y a peut-être une manière de se rapporter au présent, au réel et à l'avenir qui en fait permettent de les tenir ensemble quelque part, de voir toujours la porte du Messie entrouverte, pour reprendre une analogie. Et parce que à partir du moment où on commence à percevoir le présent de ce point de vue-là, d'un seul coup se déploie, à mon avis, une autre question, qui est là vraiment la question éthique. C'est-à-dire que, même si on reprend le thème de gauche, moi je ne tiens pas plus que ça, mais c'est d'un seul coup la gauche passe d'un truc moral, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, à une éthique. Et donc là, parce que vous disiez que vous étiez anciennement Deleuze, l'action de l'éthique au sens de Spinoza, c'est qu'est-ce qui nous rend plus fort, qu'est-ce qui nous rend pas plus fort, pardon, au contraire, qu'est-ce qui nous rend plus puissant. C'est-à-dire, et donc là, d'un seul coup, on voit bien que, pour la question du genre, la composition de son rapport au monde est de fait plus empuissantant, et de fait plus joyeux, et de fait plus marrant, plus vivant que le fait de s'assigner à un truc. Et donc d'un seul coup, ça devient une question de forme de vie, c'est une question de comment est-ce qu'on compose les uns avec les autres, etc., qui n'a pas forcément besoin d'une espèce de projection macro-gouvernementale, étatique, qui probablement est même d'ailleurs l'étiolement de ça, ou en tout cas son amenuisement. Et voilà, et donc moi j'ai l'impression qu'en fait ce qui nous manque dans le fond, c'est, si on prend au sérieux la question de la fascisation, on ne peut pas se permettre de la combattre moralement du point de vue d'un antifascisme abstrait, je dirais, d'un antifascisme moral, d'un antifascisme de valeur. À mon avis, la seule puissance qui peut battre ça, c'est en fait un autre rapport au monde, un autre rapport aux formes de vie, et donc forcément un autre rapport aux autres, quoi. Et que ça, c'est là en fait qu'il est le déclic qui fait que la gauche est plus de la gauche, elle ne se détermine plus par rapport à l'ordre des choses, et encore moins par rapport à la droite, elle se détermine en tant que espace où la liberté, c'est-à-dire la composition, c'est-à-dire pas la liberté libérale, mais la liberté de comment on compose avec ses attachements, qui d'un seul coup pose l'action de sa propre puissance, et donc potentiellement détruire le fascisme. Du coup se confronte au fascisme de forme de vie à forme de vie, quoi, de plénitude à plénitude, quoi. Bon, c'était un long sujet, je suis désolé. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Effectivement, c'est de cet ordre, c'est ça qu'il s'agit de faire, mais je ne crois pas que ça n'existe pas. Ce que vous dites
à propos du genre précisément et de cette expérimentation-là, c'est précisément ce qu'on trouve à la fois dans les formes de vie et dans les théories des gens les plus intéressants qui s'occupent des questions de genre et de sexualité. Dans la gauche, la version ressentimentale et la version... Je suis pas sûr que c'est une... Je crois pas que c'est une contradiction et je ne pense pas que c'est ressentimental. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que ces formes de vie-là, ces expérimentations-là, qui ont lieu, et qui ont lieu de manière particulièrement riche, je dirais, depuis les années 90, dans les 20 ou 30 dernières années, c'est précisément ça qui crée la haine des fascistes. S'ils se ruent tellement contre ça, s'ils veulent tellement le détruire, c'est parce que c'est manifestement exactement le contraire. Et ils se sentent menacés. Ce qui peut sembler bizarre, parce que c'est quand même c'est très faible au niveau de la force brute. Enfin, on ne voit pas où est la menace. Et pourtant, ils se sentent menacés. Ils se sentent menacés. C'est-à-dire que l'ordre des genres et sa perturbation est un truc qui les terrifie. Bon. Donc, effectivement, il s'agit de poursuivre ces expérimentations. La question est que les conditions dans lesquelles on va devoir les poursuivre vont changer. Et ça, c'est compliqué. Ça renvoie à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire précisément essayer de créer ces espèces de zones où on peut respirer et où on peut, dans le meilleur des cas, continuer à expérimenter en respirant. Mais ça se fait dans un nouveau contexte, qui est précisément le contexte de la victoire à un niveau macro ou à un niveau molaire, pour parler de nouveau comme Deleuze et Guattari, et pas au niveau moléculaire, des nouveaux fascismes qui arrivent et qui ne laisseront rien passer parce qu'ils se sentent effectivement menacés. Ce qui fait qu'ils sont fascistes, c'est que leurs ennemis par excellence, c'est là où c'est la différence avec l'impérialisme colonial, ce n'est pas une race inférieure qu'il s'agit de domestiquer, de dominer, voire de laisser mourir quand elle cesse d'être utile. Ils ont vraiment l'impression, et c'est ce qui les anime, qu'ils sont opposés à une race dangereuse, et que c'est eux ou nous, et que donc il s'agit de les déporter, voire de les éliminer. Encore une fois, vous lisez les propos du type qui est Pete Hegseth, qui est pressenti pour devenir secrétaire de la Défense aux États-Unis, c'est cette espèce de furie épuratrice, de sentiment de danger existentiel que le wokisme, quelle que soit sa signification, représente pour l'Amérique et pour lui. Donc on est dans cette situation-là, et ce qui est dangereux, à mon avis, quand on est dans cette situation-là, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses, mais à l'intérieur de la gauche, c'est tout, c'est cette gauche soi-disant bien intentionnée qui va dire, bon, le wokisme, enfin, déjà le wokisme, c'est un terme qui n'existe qu'à l'extrême droite, évidemment, mais enfin, ce qu'il désigne, tout ça, on va plus en parler, on va mettre ça de côté, comme quand même, c'est le peuple qui vote pour Trump, essentiellement, c'est quand même les classes populaires, donc on va leur parler de classe, et on va leur parler de pouvoir d'achat et de niveau de vie, parce que ça peut éventuellement les amadouer, voire les attirer vers nous, mais tout ce qui les rend si fâchés, on va certainement pas le brandir, et on va certainement pas en parler. Or, il me semble que ça, c'est l'erreur. Mais jusqu'à aujourd'hui, être courageux était relativement risqué, mais seulement relativement. Je crois qu'à partir de janvier, être courageux, en tout cas aux États-Unis, va devenir absolument risqué. Donc là, c'est compliqué, et c'est là où je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'un double combat, c'est-à-dire d'un côté d'essayer d'expérimenter à l'intérieur de zones qu'on aura réussi à aménager, mais d'un autre côté utiliser toutes les ressources les plus libérales ou les plus plates qu'on peut avoir pour essayer de protéger autant qu'il est possible les zones qu'on aura réussi à aménager. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre, je crois, de laisser toute personne que cet ordre qui vient heurte,
et des gouttes sur le côté. C'est pour ça qu'il s'agit effectivement d'être intransigeant, mais cette intransigeance ne se confond ni avec une soif de radicalité, ni avec, au contraire, une prudence modératrice.